Aujourd'hui, je reçois Alice Girard. Alice, c'est 18 ans d'achat, dans des grandes boîtes, des gros périmètres, notamment dans l'achat indirect. Et puis un jour, elle change de direction. Elle passe dans une PME. Et elle comprend que dans les PME, eh bien, les achats ont un vrai impact visible et mesurable. Alors, elle décide de faire un choix que beaucoup d'acheteurs fantasment sans passer le cap. Elle quitte le salariat et elle devient responsable achat externalisé. En clair, elle vend une expertise et le produit, pour le coup, eh bien, c'est elle. Alors, dans cet épisode, on va parler de ce que personne ne vous raconte vraiment. Tout d'abord, comment on prépare le grand saut du salariat vers le statut de freelance. Pourquoi la première année, même quand ça marche, c'est souvent les montagnes russes. Et ensuite, le piège du salarié déguisé quand on devient freelance. Et surtout, comment tu trouves des clients, notamment quand tu dois faire face à des acheteurs qui généralement détestent la vente. Alors, si tu es un acheteur et que tu penses devenir un freelance, ou que tu veux comprendre comment ça peut fonctionner, notamment dans les achats en PME, eh bien cet épisode est fait pour toi. Alors, Alice, tout d'abord, merci d'être là. J'ai une première question. Quel a été le déclic pour toi qui t'a fait quitter le salariat pour te lancer en freelance? OK, très bien. Beh, donc moi, ça fait maintenant 18 ans que je fais des achats. Je fais que j'ai toujours fait que ça. En commençant par le master, j'ai travaillé, principalement dans la partie achat indirect. Les 10 premières années, j'étais en région parisienne, dans des grands groupes, type, Natixis, Carrefour, le groupe Kingfisher, donc, Castorama, Brico Dépôt. Et ensuite, il y a 8 ans, j'ai migré avec ma petite famille, sur Toulouse, où, je restais toujours. Et là, j'ai travaillé donc dans encore des grosses structures, comme le groupe Pierre Fabre. Stossons Matériaux, donc qui est le 1er la négociant, à matériaux, indépendant de France. Et ensuite, j'ai décidé de descendre un petit peu de taille d'entreprise, pour, rentrer dans l'univers de la PME. Et je suis rentrée, dans le groupe Tachypneu, donc qui est le premier franchisé Euromasters de France, pour créer un service achat. Et ensuite, au bout de 5 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir un peu, renouveler, l'expérience que j'avais eue avec Tachypneu, qui m'avait beaucoup plu. Et j'ai eu envie de la développer, à plusieurs petites échelles, et d'aller justement travailler avec des PME qui n'ont pas leur propre service achat, mais qui, comme toutes les entreprises, bah, font des achats, quoi. Ok, Et donc c'est ce que je fais depuis un peu plus d'1 an maintenant. super. Et donc du coup, vous attaquez les PME régionales, j'imagine, idéalement? Alors oui, plutôt, en tout cas, sur des formats, à temps partagé, Ouais. donc oui, pour lesquels ça nécessite quand même, un minimum de présence. Par contre, je travaille aussi, à distance, sur des formats plus ponctuels, notamment, des optimisations d'une famille achat. D'accord. Non, c'est super intéressant parce que je trouve que c'est de plus en plus dans l'air du temps, cette partie de se mettre à son compte, notamment dans les achats, d'être freelance. Et je pense que ça vaudrait le coup peut-être de passer quelques minutes pour nous présenter déjà un peu l'évolution personnelle pour se dire, bah, je décroche de mon contrat salarié. C'est souvent une certaine violence de se dire, j'arrête, je passe en freelance. Et en plus, la première année, c'est rarement la plus facile. Alors, je sais pas, peut-être pas pour vous. Mais ça serait intéressant d'avoir un retour d'expérience à la fois sur le avant-après, comment on prend une telle décision et comment on démarre cette activité de freelance. Alors, cette décision, moi, c'était quelque chose que j'avais dans un coin de la tête depuis quelque temps, mais ou qui restait encore à l'état de projet. Mais c'était vraiment cette idée de, en fait, je voulais plus occuper une fonction de support. J'ai quasiment toujours occupé vraiment un rôle en support, et notamment, quand on est dans les achats directs, bah, ça fait partie du jeu. Mais avec le temps et l'âge avançant aussi, et la quarantaine qui approche, dans une logique un peu de quête de sens, j'avais envie, de faire évoluer ma carrière vers un rôle quand même un peu plus productif, mais sans pour autant renoncer à ce que je savais faire. Et donc je cherchais un peu cet équilibre entre,
les compétences que j'avais, l'expérience que j'avais, mais en même temps occuper une position, voilà, plus créatrice de valeur, directe en tout cas, pour l'entreprise. Et donc, je me suis dit, j'avais 2 options. Soit je passais dans des achats plutôt, industriels, sur Toulouse, c'est principalement, le monde de l'aéronautique, mais un monde dans lequel je n'avais jamais mis les pieds et auquel je ne comprends pas grand-chose, donc je me suis dit que c'était pas pour moi. Ou alors c'était de devenir consultante. Et à cette époque-là, le marché du conseil, commençait déjà à se retendre assez fortement et les cabinets, n'embauchaient plus, ils cherchaient même plutôt qu'est-ce qu'ils allaient faire de leurs consultants. Donc c'était pas le timing était pas bon à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment enclenché cette dynamique et j'en avais parlé à mon employeur en lui disant que j'étais arrivée en fin de cycle et il fallait anticiper la suite, et qu'il commence à me remplacer. Et en fait, c'est lui qui m'a vraiment mis le truc en le tête définitivement. Il connaissait un peu les réflexions que j'avais depuis un moment. Et c'est lui qui m'a dit: «Mais est-ce que tu vas te mettre à ton compte? Parce que si c'est le cas, moi je te fais travailler». Et là, je me suis dit: «Bon, ça c'est pas mal quand même, c'est ce genre d'opportunité se présente pas tous les matins. Ce serait vraiment un très beau tremplin pour pouvoir, démarrer sereinement, cette nouvelle activité». Et c'est ce qui m'a décidé à franchir le cap, quoi. Et vraiment avec cette envie d'aller, apporter, ce que j'avais pu faire avec eux, de l'apporter à tout un tas de PME justement qui n'avaient pas, la surface suffisante ou les moyens financiers, pour créer une fonction achat, mais qui pour autant, en avaient bien besoin. Très bien. Donc, effectivement, la réflexion est intéressante, c'est-à-dire que, bon, déjà, vous avez une expérience en achat significative, donc vous maîtrisez très bien pas mal de sujets, notamment sur les achats indirects. Vous avez travaillé 5 ans dans une PME, et c'est là que vous vous dites, OK, ce que je peux faire dans une PME, je peux le faire dans 10 PME d'une manière similaire, on va dire. Et ce que je trouve malin, effectivement, et souvent les salariés le sous-estiment, c'est d'aller en parler à leur patron. Parce que moi, je le vois même pour ma propre société, j'ai lancé pas mal de freelance de la même manière où ils ont commencé salariés, ils sont passés freelance ensuite pour moi, et ils ont trouvé d'autres clients ensuite par la suite. Mais c'est vrai que ça donne une bouée, entre guillemets, pour démarrer. Vraiment, c'est une base de lancement. Ça permet d'être serein, d'avoir quelqu'un à backup, d'avoir un client aussi quand on va voir quelqu'un. Je travaille déjà pour un tel. Donc ça aide. C'est une carte de visite, intéressante. Exactement. Donc ça, c'est top. Et donc si on reste sur cette transition, je vais te poser des questions peut-être un peu alors soit indiscrètes, soit techniques, mais comment Souci. on passe de salarié à freelance, mais j'entends, alors psychologiquement et d'une, mais aussi juridiquement, vous voyez, la paperasse, etc. Alors déjà, j'ai dans le temps de réflexion que j'ai eu, bon, qui au final a été relativement court, entre le moment où il me l'a suggéré et le moment où je dis: «Allez banco, j'y vais». Mais je me suis quand même, déjà assurée, d'un minimum de sécurité. Bon, mon mari est salarié, heu, il a, pris, la main sur la couverture santé de la famille. On s'est rapproché à son contrat, donc ça c'est quand même, quelque chose d'important. Je l'avais aussi, sécurisé, la rupture conventionnelle, donc ce qui me permettait aussi, derrière d'avoir une indemnité de rupture conventionnelle, mais aussi le chômage. Et donc j'ai pu, voilà, sereinement le lancer. Ensuite, il a fallu réfléchir au choix du statut. Donc j'ai posé des questions un petit peu partout autour de moi. J'ai eu autant d'avis différents que de personnes que j'ai interrogées. Donc je me suis pas mal renseignée sur les différentes options. J'ai choisi finalement le statut de la micro-entreprise, heu, en me disant globalement que je suis en mode où je teste le marché. Si ça se passe bien, assez rapidement j'évoluerai vers un autre statut. Si ça se passe moins bien et que je décidais de tout arrêter pour, redevenir salarié, c'est une entreprise que je peux fermer facilement. Oui, ça permet effectivement plus de flexibilité pour évoluer à la hausse, plus que l'inverse, de partir sur une SARL ou autre et ensuite de retomber vers de la micro-entreprise. C'est ça, c'est, en termes de paperasse justement, c'est assez simple. Il y a, on trouve très facilement sur internet, tous les tutos qui vont bien sur, les déclarations à faire, sur,
les différents calculs à faire pour vraiment c'est aider au choix qu'on va faire de manière définitive. J'ai discuté avec un expert comptable aussi spécialisé justement dans les freelances par rapport aussi aux ambitions entre guillemets que j'avais en matière de chômage, sachant que j'allais avoir du chiffre d'affaires dès le début. Je savais aussi que je gagnerais plus que mes allocations chômage, donc que j'allais pas les toucher. Enfin, tout ça, ça m'a permis de définir précisément les timings de je sais quand je pars, voilà quand il faut que je m'inscrive à France Travail, voilà quand il faut créer l'entreprise, etc. Donc tout était bien calé. Ouais. Et comme justement avec mon employeur, on a bien anticipé les choses et qu'on a pu assurer une transition vraiment sereine avec un remplaçant qui est arrivé, que j'ai eu le temps de former, moi j'avais aussi le temps de bien planifier tout ça. D'accord. Donc du coup, au départ, tu t'es fait accompagner par un expert comptable. Tu t'es renseigné par toi-même, bien entendu. C'est ça. Donc micro-entreprise. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Oui, un petit peu plus d'un an. D'accord. Et du coup, quel est ton retour d'expérience? À la fois en termes de prospection, parce que les acheteurs sont bons pour négocier, pour chercher des fournisseurs, mais ce ne sont pas toujours les meilleurs pour aller chercher les clients. Voire mauvais. Voilà. C'est ça. Parce qu'en effet, on passe des années à être sollicité de partout, à essayer de poliment dire merci mais non merci. Et quand il s'agit d'être de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, le retour d'expérience au bout d'un an, bon, déjà, d'un point de vue émotionnel, c'est les montagnes russes. Ouais. C'est vraiment, il faut arriver à le gérer. Globalement, je suis très contente. La première année, c'est vraiment bien passé. Cette sécurité que j'avais justement d'avoir plus de 6 mois de travail assuré, ça a quand même fait beaucoup de bien. Mais on avait volontairement programmé du temps partiel pour que j'aie le temps de commencer à me faire connaître, de commencer à aller chercher d'autres clients. Et je tenais à m'émanciper et à avoir mes propres clients. Je voulais pas vivre à leur crochet, sinon ça servait à rien. C'était pas la peine de partir. Non, et puis même, moi, peut-être tu vas pouvoir nous en parler, mais souvent, les freelances quittent le salariat pour prendre des missions où ils deviennent des travailleurs déguisés, c'est-à-dire des salariés déguisés. Au final, ils y perdent. Alors, psychologiquement, ils se sentent libres, mais en réalité, ils sont moins bien lotis que quand ils étaient salariés. C'est vrai. Alors ça, je l'ai fait. J'ai fait une mission comme ça en fin d'année qui ne m'a pas plu, clairement. Ça correspondait vraiment pas à ce que j'avais envie de faire. J'ai essayé. Ça m'a confirmé dans mes choix et dans le positionnement que j'ai choisi. Ça me correspond pas. C'est être une paire de bras supplémentaires dans une équipe et faire exactement la même chose que eux, ça n'apporte pas grand-chose. On n'a pas une très bonne relation avec les autres membres de l'équipe parce que justement, on est le freelance, on fait pas partie de la société et en plus, on est mieux payé, c'est pas juste. Ouais, il n'y en a pas toujours mieux payé. Et non, c'était vraiment pas moi ce que je cherchais à faire. L'opportunité s'est présentée, ça m'a engagé, je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose après quoi je cours en tout cas. Ouais, ouais. Et alors, comment, maintenant que ça fait 1 an que vous avez le recul, vous commencez à avoir quelques clients, déjà, comment vous avez gagné vos premiers clients? Juste déjà, pour si on avait quelqu'un à conseiller aujourd'hui qui serait comme vous il y a 1 an et demi, qui se dit, je veux me mettre freelance, mais j'ai peur parce que j'ai pas de clients, comment on fait? Alors, première chose, moi, ça a été le réseau. Activer le réseau que j'avais avant même de partir. Par exemple, tous les prestataires avec lesquels je travaillais et qui je m'entendais bien, ils savaient tous où je partais, pourquoi je partais. Et notamment ceux qui avaient un profil qui m'intéressait en tant que prospect, j'ai pris plus de temps pour leur expliquer ce que j'avais envie de faire. Et c'est comme ça que c'est le premier autre client que j'ai eu, ça a été par ce biais-là. Et vraiment, je pense quelque chose que j'ai pas forcément assez bien fait, mais dont on mesure pas la puissance, c'est vraiment son réseau de mecs de proches. La famille, les amis, les voisins, on leur explique ce qu'on va faire, ils nous disent oui, oui, gentiment, mais en fait, ils ont pas forcément très bien compris. Et du coup, on rate des opportunités que eux-mêmes auraient pu nous apporter. Et puis, Donc, c'est ça. Et je pense aussi, vous avez raison, c'est que le réseau est super important, mais le réseau, c'est pas uniquement d'informer qu'on va être freelance,
mais c'est de parfois leur donner une action à faire. C'est-à-dire leur demander clairement, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille là ou là? Parce que sinon, comme tu dis, ils vont écouter d'une oreille, ils vont pas tout à fait comprendre. Alors que si on les sollicite réellement, bah, ils font un effort, ils n'y arrivent pas forcément, mais ils font cet effort de se dire, ok, bah, je vais au moins glisser, par acquis de conscience, je vais glisser un mail à un tel ou un tel qui bosse dans cette boîte, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et malgré tout, ne pas non plus attendre après eux. Parce que même si, en effet, ça peut être un tremplin assez utile et ils peuvent nous faire rentrer là où on a envie d'entrer, parce qu'il faut savoir où on a envie d'entrer. Mais après, faut pas dire, oh là là, il m'avait dit qu'il parle avec moi, il l'a pas fait, puisqu'on m'a pas appelé, c'est trop nul. Non, le réseau, c'est une chose. Maintenant, la plupart des actions, elles doivent venir de nous. Faut pas attendre de leur part qu'ils fassent le boulot à notre place. Et alors, les actions, c'est quoi? C'est du phoning, c'est d'aller à tous les salons du coin, c'est de l'emailing, c'est... Alors, pour ma part, c'est plutôt, je me déplace justement sur le terrain pour aller rencontrer le plus de personnes possible. Emailing, oui. Phoning, il faut que j'en fasse plus parce que clairement, j'en fais pas assez. C'est vraiment le dernier step que j'ai du mal à franchir. Alors que passer des coups de fil en tant qu'acheteuse pour chercher des produits, pour faire du sourcing, j'ai pas de problème avec ça. Et quand le produit c'est moi, c'est une autre affaire. Exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est un point qui est valable pour un freelance, mais aussi pour un salarié qui cherche du boulot. C'est que souvent, on oublie qu'on est nous-mêmes le produit et il faut qu'on se market comme un produit. Et on a souvent le biais de se dire que bah, on va faire une demande, mais on va pas le formuler comme si on vendait un produit, on va le formuler comme si on allait quémander, entre guillemets, une mission. Alors que le principe, c'est différent. C'est je suis un produit parfait qui est attirant. Et c'est pour ça que c'est vous qui devez faire aussi l'effort quand je vous contacte de me répondre et d'être curieux. Bien sûr. Après, là, dans la position où je suis, donc le consultant achat freelance, le responsable achat externalisé, ça m'a mis un peu de temps, mais j'ai fini par comprendre un truc un peu bête, c'est que la plupart des gens savent même pas que ça existe. Ils savent pas que on peut faire appel à un acheteur externalisé de façon durable, de façon ponctuelle. Et donc, bah, si je vais pas vers eux pour leur faire savoir que je suis là, pour leur faire savoir que j'existe et que je leur explique pas ce que je peux leur apporter, bah, ils peuvent pas deviner. Non, il y a Et pas donc, Pardon. c'est là qu'il faut un peu aussi se faire violence et se dire, mais comment je peux les aider s'ils ne me connaissent pas? Ils doivent d'abord me connaître, peut-être que ça les intéressera pas, mais s'ils ne me connaissent pas, ça n'a aucune chance d'arriver. Oui, il y a une période d'évangélisation. D'ailleurs, même si on regarde nos proches, hein, souvent nos propres parents ne comprennent pas très bien le métier qu'on fait en tant qu'acheteur. Ils disent, bon, acheteur, Ouais. c'est sympa. Mais auprès des PME, effectivement, c'est un peu la même chose. C'est de se dire, bah, écoute, on a toujours acheté, ça s'est toujours bien passé, mais on n'a pas cette logique d'acheteur, ou alors on a toujours l'impression qu'on est trop petit pour avoir une direction achat d'un grand groupe. Aujourd'hui, quand vous approchez des PME, j'imagine que c'est plutôt les patrons à qui vous parlez directement. Oui. Est-ce que vous avez des offres un peu clés en main, leur dire voilà, moi, ce que je vous apporte, ça fonctionne comme ça, j'ai 2, 3 casquettes, qu'est-ce qui pourrait être le mieux adapté à votre entreprise? Oui, tout à fait. J'ai construit du coup différentes offres selon différents formats et pour m'adapter aussi à la situation de l'entreprise. Entre celle qui va justement vouloir simplement faire un audit de l'ensemble de ses achats pour identifier toutes les économies qu'on peut venir y faire. Ceux qui vont avoir plutôt un projet pour lequel ils ont besoin d'une ressource, un projet d'appel d'offres, un projet immobilier, un projet d'extension, d'acquisition de gros matériel ou de sourcing. Où là, du coup, je vais avoir une offre un peu plus ponctuelle. Et j'ai également, du coup, l'offre en management de transition. Et j'en développe des nouvelles, parce qu'il y a des sujets qui me tiennent un peu plus à cœur, eu égard soit à mes centres d'intérêt, soit à mon expérience. Mais par exemple, là, je développe une offre à destination des franchisés, et notamment des multifranchisés, pour pouvoir les accompagner sur toutes les dépenses que ne couvrent pas les centrales d'achat de leurs franchiseurs. Et justement travailler notamment sur la mutualisation et la massification de l'ensemble de leurs autres dépenses. Et également, dans la petite nouvelle, je me forme à la commande publique pour pouvoir aller accompagner les collectivités locales dans la gestion des budgets communaux et communautés de communes. D'accord, finalement, un peu la même problématique que des PME, mais au niveau collectivité, Exactement. quoi. Le D'accord. public.
Ok. Peut-être, alors moi je ne maîtrise pas bien le public, mais sans doute plus contraignant aussi, administrativement, voilà, plus complexe. Et peut-être Avec d'autres cadres particuliers, voilà, mais quand même des gros besoins et justement des gens, des élus qui se retrouvent, qui viennent d'être élus. Là, on a les élections qui arrivent, il y a des gens qui vont être élus et qui vont se retrouver à gérer le budget d'une commune, mais sans forcément connaître justement toutes ces subtilités. Et donc, moi, je vais être là pour les accompagner là-dedans, pour faire au mieux en respectant les règles. D'accord, ouais, en plus c'est dans l'air du temps. Parler d'économie, de gestion des budgets, effectivement, c'est le bon moment. Et ça me fait penser à un autre point sur les PME. Vous avez pas mal d'expérience en achat indirect. Est-ce que vous arrivez des fois pour, entre guillemets, la tête de gondole ou le pied dans la porte, leur dire, écoutez, là, sur cette catégorie d'achat, bon, j'ai déjà négocié 50 fois ces prix-là, je viens, je fais un audit, et vous rentrez, entre guillemets, dans la boîte en disant, ben voilà, je parle des fournitures de bureau, je vous fais 20% juste en claquant des doigts parce que j'ai déjà les contrats. C'est pas forcément non, c'est de cette manière-là que je vais l'aborder. Bon, c'est vrai que c'est une idée aussi, mais je viens pas forcément, je viens pas avec mes contrats et avec mes tarifs. Je m'adapte vraiment à chaque situation et à chaque besoin. D'accord, donc l'idée c'est plutôt, voilà, on vous fait un pré-audit ou alors vous avez un CAPEX particulier qui va arriver, soit vous l'avez entendu parler, soit vous le décelez dans une discussion, et là vous vous placez en disant, bah voilà, je peux traiter ça pendant quelques mois, Exactement. le temps de cadrer. Exactement. Ou alors sur un positionnement vraiment en temps partagé, où je suis, voilà, je deviens votre responsable d'achat, mais je suis avec vous, 1 jour, 2 jours dans ma semaine. Je vous représente vis-à-vis des fournisseurs, comme si vous m'aviez embauché, sauf que vous ne m'avez pas embauché et que je suis là quand vous en avez besoin et quand vous n'avez plus besoin, je m'en vais. Ok. Et donc aujourd'hui, un an après, vous avez on va dire un portefeuille de clients qui vous permet de faire vivre. C'est toujours en croissance où vous en êtes et quel est votre Aujourd'hui, objectif? c'est toujours en croissance. D'accord. Pendant la première année, comme beaucoup, je pense aussi, pivoté un peu par rapport, pour vraiment choisir le positionnement que je voulais avoir. Et puis il y a ce qu'on a envie de faire et puis il y a ce qui se présente et qu'à un moment, on prend aussi des missions qui sont pas forcément notre cœur de cible, mais parce que, comme tout le monde, il faut qu'on travaille. Donc je suis encore, dans une phase où, mon cœur de cible, n'est pas forcément celui qui me fait travailler aujourd'hui et donc je me garde du temps pour vraiment aller vers eux et pour que ça devienne le cœur de mon activité. Mais pour l'heure, c'est pas forcément le cas. D'accord. Et vous avez une idée d'un horizon, entre guillemets, sur lequel vous pensez, au rythme que vous avez, atteindre votre objectif? Je pense que d'ici 12 à 18 mois, j'aurai réussi vraiment à sentir mon activité sur ce cœur de cible. Ouais, très bien. Donc ça veut dire que du départ au moment où on a un équilibre, une stabilité, il faut compter 2 ans et demi à peu près. Le temps de construire sa clientèle, d'avancer, de trouver aussi son market fit. Comme vous dites, hein, on pivote pour trouver là où on est le meilleur. Voilà, laisser un... Comment? Non, mais c'est intéressant. Faut tester. Après, il y a d'autres, j'aurais pu, par exemple, adorer cette mission, où j'étais un peu, entre guillemets, un salarié déguisé et puis dire: «Bah, finalement, c'est ça que j'ai envie de faire», ou peut-être que quand j'aurais commencé à travailler sur la commande publique, je me dirais: «Ah, j'adore ça, je ne veux faire que ça». C'est pas dit que je continue pas à pivoter au final, hein. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, je parle pour une personne qui aimerait devenir freelance, et c'est dire, OK, il faut qu'il anticipe à peu près 2 ans de fluctuations, de difficultés pour trouver un rythme qui lui permette de revenir à un salaire qu'il avait auparavant, on va dire. Après, ça n'empêche pas tout au long de sa vie de continuer à pivoter, bien entendu, hein. Mais voilà, il faut quand même se dire, OK, c'est pas le Graal, c'est pas en 2 mois qu'on devient freelance rentable, mais il faut quand même prendre du recul. Les meilleurs vont peut-être y arriver en 1 an, hein, bien entendu. D'autres vont mettre 5 ans à y arriver. Mais dans ton cas, tu es plutôt autour des 2 ans et demi, a priori, pour te dire, voilà, j'atteins le palier que je me suis fixé. Et avec, si j'ai bien compris, une satisfaction toujours aujourd'hui d'avoir fait. Tout à fait. Tout à fait, très contente d'avoir franchi le pas. Un instant, juste pour pas oublier de regarder et de liker notre formation Devenir acheteur professionnel en commentaire. À très bientôt. Donc oui, oui, non, très contente de ce choix. J'ai fait énormément de rencontres aussi. Développé un réseau, enfin différents réseaux en fait. J'ai une bonne question. Complémentaires. Est-ce que vous participez à des réseaux? Parce que j'ai vu qu'il y a
des personnes, j'ai oublié le nom de la personne sur LinkedIn qui gère un réseau justement Le de freelance. club des acheteurs freelance, Ouais, j'en fais partie, ouais, tout à ouais, fait. voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide justement d'une manière ou d'une autre, hein, soit à trouver des clients, soit partager de l'expérience, soit vous redonner du boost à un moment donné en vous disant, bon là j'ai un coup de mou, comme vous dites, hein, c'est les montagnes russes. Vous vous appelez, Mais un peu tout ça, en fait. À la fois, on y fait du partage d'opportunités, on y fait du partage de connaissances, on partage sur des problématiques liées à la vie de freelance, mais aussi des problématiques autour des achats. Quand on a besoin, ah bah j'ai un nouveau dossier sur un sujet que je maîtrise pas trop, est-ce que quelqu'un connaît? Oui, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, moi je connais, j'attends, je vais t'aider. Et donc on développe de plus en plus ce réseau. On commence aussi à développer des soirées parce qu'on on est sur toute la France, mais quand on peut, on se rencontre, on fait rentrer les nouveaux membres. Et vraiment, oui, on a ce soutien à la fois dans nos moments un peu compliqués parce que tel client, parce que tel ESN nous fait des misères. Et aussi les bonnes nouvelles, tout ça, on les partage aussi. On est un peu tous dans le même bateau et on essaye d'exister, de montrer aussi qu'on existe et que certes, ce cadre de freelance n'est pas forcément fait pour tout le monde, mais en tout cas, on peut y réussir, on peut y être bien. et je vois d'autres offres, alors peut-être que là dans le club vous le faites aussi, mais où il y a de l'accompagnement pour devenir freelance. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui aurait eu du sens à un moment donné? Ou est-ce que au contraire vous dites: «Non mais y aller, moi-même, me prendre, les portes directement dans les dents, ça m'a appris plus que si on m'avait dit: "Bah attention, va pas par là"»?» À titre personnel, j'apprends plus en prenant une porte dans la figure. J'ai pas forcément recherché cet accompagnement. Par contre, j'ai pas hésité quand j'avais des questions particulières avant de rentrer dans ce club, à solliciter, des personnes que je connaissais pas forcément, notamment via LinkedIn, dire: «Ah bah, j'ai vu que tu avais, publié sur tel sujet, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu peux m'aider?» Et voilà, moi je suis plutôt, du genre à vouloir, faire les choses moi-même et apprendre par moi-même. Mais ça peut aider certains, oui, d'être accompagné. Maintenant, à un moment, on choisit l'indépendance, donc faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et le club par contre, vous avez adhéré très tôt? Et c Ah ou oui, assez, oui. donc ça a été un peu une sorte de indirectement de coaching finalement, partagé avec des freelances qui s'étaient lancés peut-être avant? Oui, oui, on peut dire que ça, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, dans le club, vous avez des gens qui viennent de se lancer, d'autres qui sont même pas lancés encore, qui sont en cours et puis certains qui font ça depuis 15 ans, 20 ans. Ouais. Non, mais c'est ce mix justement qui est intéressant parce que ceux qui se sont pas encore lancés le rejoignent dans l'idée de se lancer et finalement c'est une sorte de coaching indirect. Peut-être pas, ça pense pas ce mot-là, mais ça leur permet justement de voir la réalité, de se dire: «Est-ce que c'est vraiment adapté à ma situation?» Ouais, c'est vrai. OK. Non, non, mais c'est super intéressant, je trouve, cette manière surtout de cette transition salarié freelance en milieu de carrière avec des enfants à charge, j'imagine, et cetera. Donc, il y a pas mal de challenges qui se cumulent et moi, pour avoir passé le pas aussi, il y a une quinzaine d'années, je sais que c'était pas toujours bien vu également par sa famille, pas forcément son conjoint, parce que c'est souvent des discussions qu'on a depuis longtemps, mais par ses parents, ses frères et sœurs, et cetera, qui se disent: «Mais t'es salarié, t'es dans une bonne boîte, tu dans une bonne dynamique. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à repartir de zéro?» Ah bon, ma famille, ils ont dit: «On a toujours su que tu finiras par te mettre à ton compte». Ça les a rassurés. Un peu, ouais, c'est ça y est, c'est bon, c'est vraiment ce pourquoi les fêtes. Non, mais c'est excellent. Super. Est-ce que tu aurais un conseil, un dernier conseil à donner là pour cette capsule achat alors soit de manière générale, un sujet que tu avais envie d'aborder, soit pour la partie freelance, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on doit réfléchir que tu avais pas toi anticipé? Hem, je je pense que le un truc qu'il faut vraiment pas hésiter à faire, et c'est à sortir de chez soi. C'est, cet effet qu'on connaît de la solitude de l'entrepreneur, il tombe extrêmement rapidement, et il faut sortir. Et il faut sortir le nez de chez soi. Aujourd'hui, on peut faire tout un tas de rencontres virtuelles et qui font beaucoup de bien, mais je pense qu'il faut vraiment sortir, mettre le nez dehors, respirer de l'air frais. Alors, personnellement, je promène les chiens et je vais courir et en plus ça me fait du bien, mais aller voir des vraies personnes, que ce soit des confrères, que ce soit ou d'autres entrepreneurs. Je fais pas mal aussi de rencontres avec d'autres entrepreneurs dans d'autres réseaux et même si ça m'apporte pas forcément, c'est pas des clients potentiels, mais déjà,
des gens qui ont du le réseau. Mais ça me fait quand même beaucoup de bien de passer du temps avec eux et d'écouter aussi tout ce qu'ils ont à raconter, de découvrir des personnes, découvrir des métiers, des activités. Et ça m'aide beaucoup voilà, à respirer et quand je rentre, à me remettre la tête dans le guidon. Ça, c'est important. Ouais, je comprends et j'insiste effectivement sur toutes les personnes qui se mettent en indépendante, que ce soit freelance, entrepreneur. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours une traversée du désert. Il y a toujours quelque chose qui se passe pas bien, pas forcément de manière très négative, mais qui vous accable parce que justement vous partagez pas et je confirme effectivement que le fait de partager avec qui que ce soit externe et de sortir de chez soi, même si on ne rencontre compte pas des gens, ne serait-ce que pour s'aérer l'esprit, c'est un point en fait qui permet de dédramatiser, de redonner de l'oxygène au cerveau pour repartir dans une dynamique quand on revient chez soi. Exactement. Après quand on partage, on a tendance à vouloir partager plutôt ses succès, on a envie de dire oui, que ça va, que ça marche bien parce que déjà c'est plus ça donne plus envie que des gens qui disent: «Ah non, non, ça va pas». Maintenant, dans les faits, oui, il y a des fois où ça va pas et il faut avoir, des gens avec qui on peut le dire, sans crainte, sans difficulté, et même si on n'a pas forcément des pas envie de tout raconter à tout le monde et il y a des gens, on préfère les épargner, on va dire, pour pas les inquiéter et il faut trouver des gens à qui on peut dire que ça va pas. Ouais, je confirme et d'ailleurs, c'est un point important, c'est, ce que tu disais de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément des freelance achats parce qu'on va être plus à l'aise à partager justement des coups de barre et cetera à quelqu'un qui n'est pas un concurrent potentiel ou qui va pas juger parce qu'il connaît pas votre métier. Donc, aller rencontrer des gens qui ont rien à voir, qui sont entrepreneurs aussi sans doute, mais pas dans les achats, pas en consultant et cetera. Ça permet d'exprimer tout ça sans avoir un truc en se disant: «Bon, lui, il fait la même chose que moi, il va me juger, il va me critiquer ou à me donner des conseils que je suis pas prête à entendre aujourd'hui». Et voilà, ces partages, pas d'inconnus, mais de gens qui sont en dehors de sa sphère, je trouve est intéressant aussi. Ouais, ça aide à relativiser, puis des fois même juste à penser à autre chose ou encore, des fois, c'est des gens qui vont donner un angle différent, à une problématique, qui est un angle qui va être le leur. On va dire: «Ah non, bah oui, en fait, j'avais pas pensé comme ça, bah, heureusement que j'en ai parlé à quelqu'un qui il est pas du tout dans ma vie, quoi». C'est ça. Excellent. Eh bien, écoute, je trouve que pour cette capsule achat, c'était un super sujet. Je suis sûr que tu as plein d'autres choses à nous partager, C'est possible. notamment ouais, sur les achats indirects, je sais pas, des appels d'offres en particulier. Mais je serais ravi de t'accueillir à nouveau dans quelques mois, si ça t'intéresse. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette capsule achat. Merci à toi. Regardez cette vidéo. Je t'invite à regarder en commentaire la formation complète Devenir acheteur professionnel où j'y intègre mes 20 années d'expérience en achat avec la boîte à outils complète et 100% à jour des achats. À très bientôt.